polyandrie au Nigeria. Alors, la société où j'ai travaillé avait un système assez complexe, où les femmes ont 3 maris ou 4, et les hommes ont autant d'épouses qu'ils peuvent en épouser en échangeant les prestations matrimoniales, mais surtout, ils en ont autant chez eux qu'ils peuvent en garder à la maison. Parce que comme il n'y a pas de divorce, une femme a toujours sa maison chez chacun de ses autres maris. Le jour où elle est avec le numéro 1, le Riner, elle peut très bien partir, aller chez le numéro 2, le Kisso. Et il va tout faire pour lui faire parvenir un message à travers des gens, parce qu'ils sont localisés, les clans, qui s'échangent des épouses. Ils ne se fréquentent pas nécessairement. Et quand ils se fréquentent, il faut montrer une extrême politesse. Un type du clan des Igaliques qui rencontre un type d'un autre clan, ils vont s'offrir de la bière. On va apporter un pot de bière à celui-là, on va apporter un pot de bière à celui-là. C'est mon co-époux. Parce que le risque de se battre pour la même femme est tellement grand qu'il reste d'une courtoisie totale. Et si jamais il y en a un qui entend dire que sa femme a été brutalisée par son autre mari, toute sa bande va faire affaire avec la bande de l'autre mari. Donc, il y a une espèce d'équilibre de la terreur, si on veut, concernant la position des femmes dans le système. Mais le premier mari, qu'ils appellent Riner, c'est le mariage obligatoire. Ce sont les parents d'un garçon qui cherchent une épouse pour leur fils. Enfin, quand je dis parents, ça peut être, tu sais, les frères ensemble forment une sorte de communauté et leurs enfants, ils sont comme collectivement gérés un peu, pas totalement, mais presque. Donc, pour trouver une épouse pour un de leurs fils, ils vont demander à une de leurs filles qui est mariée dans une autre communauté. Est-ce qu'il y a une fille chez toi qui peut venir marier ton frère? Et si on voit, en prenant un petit peu recul, le fonctionnement de ça, c'est qu'on a donné déjà une conjointe à un groupe et on s'attend à ce que ce groupe-là nous rende cette conjointe-là. C'est l'échange direct entre deux groupes des femmes. Évidemment, on peut partir là sur un débat sur est-ce que les échanges des femmes, etc., est-ce que c'est dans la tête tordue de Lévi-Strauss, ça, l'échange de femmes, ou bien non, c'est autre chose. On peut revenir là-dessus si tu veux. Ça, il y a eu beaucoup de débats à ce sujet-là. Mais moi, très techniquement, ce que je vois, c'est une fille qui part de chez elle, puis qui s'en va de chez ses parents, puis elle s'en va chez un mari. Puis après ça, il y en a une qui part de la communauté de son mari, puis elle s'en retourne chez ses parents. C'est un échange direct. Ça a comme objectif implicite, ils ne savent pas, mais c'est ça que ça fait. Ça équilibre la démographie. En donnant. Mais cette même femme-là qu'on a donnée au groupe A, qui s'appelle par le mariage Riner, elle-même, la fille, elle a le choix, pendant qu'elle était encore chez ses parents, de recevoir des courtisans à la maison. Donc, des garçons qui viennent lui faire la cour. Puis ils sont 3 ou 4 qui viennent frapper. Ils ne frappent pas, mais ils arrivent à la porte du compound de la mère. Et puis là, est-ce que je peux voir une telle? Oui, viens. Puis ils viennent s'asseoir sur une bûche en avant du feu. Elle est toute timide. Puis lui, il vient côté, blablabla. Ah, ben pour se faire valoir, je vais venir avec mes frères labourer la terre de ta mère. OK. Il vient faire des labos sur la terre de sa mère pour qu'elle plante un petit champ pour elle-même, pour se faire valoir. Parce que les 4 vont le faire. Tu sais, quand tu arrives à la maison, tu vois le bâton, c'est qu'il y a quelqu'un qui est là, il faut que tu reviennes un autre jour. Donc, tu reviens un autre jour. Et là, la fille, parmi ces garçons-là, il en choisit un qui lui plaît, qui lui a dit les choses qu'elle voulait. Ça devient son kisso. Et la seule traduction que j'ai de kisso, c'est l'amour. C'est son choix personnel. Kisso, là, c'est le mot qu'on a utilisé dans tous les contextes où c'était le mot amour. Donc, kisso, c'est le mariage d'amour, c'est le choix de la femme elle-même. Et le garçon, qui est le prétendant. Ça ne veut pas dire que le garçon n'a pas, par ailleurs, d'autres intérêts matrimoniaux chez d'autres filles en même temps. Il n'y a pas de cloisonnement dans ça. Le troisième, c'est que parmi les prétendants du deuxième mariage qu'elle a rejeté, il y a des bonnes personnes dans ça qui, eux, ont décidé de vraiment faire les labos pour la maman. Et la maman va en choisir un pour être le troisième mari de sa fille.
Donc, il y a un troisième mariage qui s'en vient. Le quatrième, comme un rapt, ni plus ni moins. Parce que la fille s'en va chez le nouveau mari, et c'est après qu'il paye sa prestation matrimoniale. En général, c'est soit de l'argent maintenant, ou en tout cas, quand j'étais là, c'était des morceaux de la ferraille. Donner de la ferraille en cadeau. Il amène ça chez le forgeron qui peut travailler à ferraille. Donc, un morceau de voie ferrée, c'est très bien. Alors, le premier mariage, rinaire, c'est un mariage qui demande de grandes prestations. Et c'est un mariage qui fait en sorte que le mari reste imputable de sa femme. Que si elle est malade, où qu'elle soit, elle retourne chez lui et il doit la nourrir et la soigner. C'est comme sa maison principale. Le deuxième, c'est le mariage qui sauve. Alors, c'est son chum. Souvent, les filles doivent faire un mois minimum. Une bonne fille qui écoute bien passe 1 an avec son premier mari. Et à la saison des pluies de l'année prochaine, va changer pour que le deuxième vienne faire les labos chez son père. Alors, la plupart des filles obéissent à leurs parents. Ils connaissent l'enjeu que tous ces gens-là, en changeant de mari, vont venir travailler chez son père. Mais il y en a qui ne veulent pas. Alors, ils se sauvent avec le deuxième mari et reviennent pour 1 mois chez le premier. Minimum requis, semble-t-il, pour que les autres s'organisent pour venir faire les labos. Et là, elle repart, c'est le deuxième. Puis là, elle va faire la même chose pour le troisième. Il y a des manipulations possibles du système. Tu as le système idéal, qui est obéi statistiquement, probablement par la majorité, mais tu as d'autres systèmes de manipulation. Alors, l'urinaire, ça, c'est Amina qui veut toujours que je raconte cette histoire-là, parce qu'elle, ça l'a épatée, là, cette histoire-là, que je vais te raconter. La fille qui va partir dans son premier mariage est amenée dans une hutte un peu plus grande que la normale. Souvent à peu près l'équivalent de ce que j'ai ici. Elle rentre dans... Puis c'est une petite porte avec un petit tunnel pour entrer là. Ça ressemble un petit peu à un igloo. Et bon, il y a des femmes qui rentrent là-dedans, une après l'autre. C'est la nuit. Il y a des tambours, en tout cas, il faut voir, il y a des feux, il n'y a pas d'électricité, hein, fait que tu es au feu. Ça. Les filles rentrent là-dedans, tu entends crier, puis ça, en tout cas, tu ne peux pas rentrer, il n'y a pas d'homme là-dedans. Sauf que Jean-Jacques, il y a une lampe de poche, grosse lampe de poche, parce que moi, il faut que je remarche, puis que je m'en aille coucher chez moi à la fin de la soirée, dans des sentiers, dans les champs cultivés, etc. J'ai besoin de ma lampe. Alors, avec ta lampe, tu as du monde qui te suit. Partout où tu vas aller, il y a du monde qui vient avec toi parce qu'ils veulent voir clair, puis tu te fais accompagner, tu n'es jamais tout seul, tu es bien. Alors là, il me voit avec ma lumière de poche. Puis là, il y a un type qui me dit, viens, rentre là. Là, j'étais fier. Je rentre dans la hutte matrimoniale avec ma lampe de poche. Toutes les filles sont nues. Et ils ont toutes entre 13 et 23 ans. Comme disaient les vieux, « Her breasts are standing up ». Ça, c'est les vieux assis sur une roche, voir les filles qui dansent en bas, dansent en costume traditionnel avec des feuilles. Là, le petit vieux, regarde. Alors, on rentre dans la hutte avec ma lampe de poche. Elles sont toutes huilées avec de l'huile de... Je ne me souviens plus. En tout cas, j'allais sur le bout de la langue. Mais ils sont toutes huilées. Elles s'assoient toutes les unes derrière l'autre, les 2 jambes, comme si on était dans un toboggan. Les 2 jambes autour de la fille en avant, puis les 2 jambes autour de la poitrine en avant, puis ça fait un grand serpent. Là, ils étaient pris dans leur serpent, là, ils ne savaient plus parce qu'il faisait très noir, et ils avaient un morceau de bois qui brûlait pour voir quelque chose, tout en train de s'emboucaner. Puis là, ils ont vu le blanc, l'innocent. T'es un innocent. C'est ça de l'innocence. C'est comme Jésus. Tu prends là-dedans. Le péché ne prend pas sur toi. Là, montre ça, parce qu'il est en train de tout s'imbriquer. Il faut que toutes ces filles-là soient amanchées les unes dans les autres. Puis là, il faut prendre toute la place possible. Alors là, les filles, ça déconne. Ah là 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 là. Le déconnage rigolo. Là. Riais de moi, là. Les quelques mots que je connaissais, là, ça passait par là. Stack. Puis ils voulaient me déshabiller, puis en tout cas.
Vraiment une expérience unique. Jean-Jacques, tout seul avec 30 filles nues, toutes assez jeunes pour être stimulantes, prises au fond de la hutte. Mais finalement, je suis sorti de là indemne. Et quand ils n'ont plus eu besoin de moi, ils m'ont poussé dehors. Ça n'a pas été long. Et là, c'est la cérémonie qui commence, de mariage. Alors, il arrive des groupes de jeunes. Une dizaine par là, 7-8 par là, une dizaine par là, qui arrivent en criant. Puis eux aussi sont huilés, en pagne. Puis ils sont les yeux rouges, ils ont bu beaucoup. Ils sont hyper énervés, hyper excités. C'est sûr que si tu en tapoches un, ils te sautent dessus, ça n'a pas long. Et ils sont hyper excités. Puis c'est des travailleurs manuels, hein, des physiques de culturistes. Ils sont petits, mais le corps en V des physiques de culturistes avec des torches dans les mains, des yeux rouges. Puis là, ça crie. Là, le vieux bonhomme, le père, ou celui qui fait le père, le grand-père, il arrive. Il se met devant les trois groupes. Il dit, c'est qui vient chercher ma fille? Là, les autres se reculent, c'est eux autres. Bon, qu'est-ce que tu veux, toi? Je veux avoir une telle, supposé la donner en mariage. On a conclu des ententes, on a fait, on a déjà donné des prestations initiales, on veut avoir notre fille. Vous ne pouvez pas. Je ne laisserai pas ma fille aller chez une bande comme vous autres, là, il ne veut pas. Là, les autres poussent. Là, c'est comme, ça devient presque conflictuel. Et ce sont les femmes qui s'interposent. Là, les femmes poussent les gars, elles ne veulent pas laisser partir leur fille puis leur sœur. Puis vieux, il se met en arrière, lui, puis il ne bouge pas. Alors là, c'est comme une guerre entre les gars qui viennent chercher la fille et les femmes. Puis à un moment donné, ils sortent du couteau de chasse. Là, ça devient... Moi, je ne sais pas, je suis un naïf. Bien sérieux, ils vont pas s'étriper, non? Ils sont en train de s'engueuler. Là, tout à coup, les femmes les laissent passer. Là, il en laisse passer un qui est le futur mari. Là, il faut qu'il rentre dans la hutte chercher sa femme. Trouve-la. Il rentre là-dedans, puis là, il écoute. Après, ce qu'on m'a dit, parce que c'est après que j'ai appris. Bien, il dit, on écoute quand ça crie, on reconnaît sa voix. On y a parlé plusieurs soirs de suite. On pense reconnaître sa voix. Là, il en prend une, mais huilée, comme un poisson, comme une sardine dans son assiette. Il la sort dehors, elle rentre, il n'est pas capable de la tenir, elle rentre en dedans. Ça prend 3/4 d'heure avant que finalement réussissent. Je ne sais pas trop quel arrangement ils font. Puis il y a une traite là-dedans, certain. Il réussit à l'attraper en dessous des bras, parce qu'autrement, il ne peut pas la tenir, à la traîner. C'est un rituel de mariage par rapt. Hein? Les anciens anthropologues ont dit que c'est le début de l'humanité, les premiers mariages, ne se faisaient pas par consensus. Ils se faisaient par rapt, parce que tu ne veux pas laisser partir ta fille chez des étrangers. C'est l'anthropologie classique, ça. C'est Bachofen ou je ne sais pas quoi, le matriarcat. Tu es là, tu vois ça toi-même. Imagine-toi, quand je dis que le terrain, c'est ludique, tout ce que tu as appris à l'école se réalise devant tes propres yeux, puis tu es un acteur là-dedans. C'est comme les jeux vidéo. Tu es un acteur dans quelque chose que quelqu'un d'autre a imaginé, tu as ton rôle là-dedans. C'est ça l'anthropologie, c'est ça la passion de l'anthropologie, tu vois. Surtout avec eux, parce que les Africains sont d'une joie. Et en tout cas, j'ai tellement aimé ces gens-là sur le terrain. C'est inouï, les émotions que j'ai vécues avec eux. Alors, il sort la fille, puis là, c'est pas fini. Hein? On l'insulte, tout ça, puis il arrive parce qu'il kidnappe la fille, ni plus ni moins, même si c'est avec consensus. Puis là, ses frères ou ses cousins qui sont avec lui, il y en a 2 qui attrapent un bras, 2 qui attrapent l'autre bras, 2 qui attrapent les jambes. Puis là, le plus de monde la transporte, puis il se sauve en courant avec. Yaou! Il se pousse avec jusqu'à la maison. Donc, elle est vraiment volée. Mais pendant ce temps-là, les 2 autres maris, c'est leur mariage aussi. Et la fille, elle vient de partir. Donc, ils n'ont pas le choix. Le numéro 2, l'amoureux, celui qu'elle lui a dit, toi, je t'aime, c'est avec toi que je veux vivre. Lui, il n'a pas le choix. Il va voir les sœurs de la fille, puis il s'assoit sur une bûche. Là, ils arrivent avec des rasoirs, puis ils font des belles coupes de cheveux, toutes des figures de style dans les cheveux, qui ressemblent exactement à ce que les rappeurs américains portent aujourd'hui, les cheveux noirs africains qui sont sculptés. Ils font ça, eux, depuis toujours. Ils se font des
des maquillages en tatouages. Les filles sont tatouées des tatouages incroyables, avec des gros tatouages bleus. On n'a rien inventé ici, là. D'ailleurs, c'est copié sur le tatouage tribal. Alors, la fille s'en va là-bas, et pour son premier mari. Et là, le deuxième y attend, normalement 8 mois, que sa femme vienne. Il ne peut pas s'approcher de la maison parce que les frères sont là. Elle s'adapte, la fille. Il y en a une circonstance une fois. Le monsieur était plus âgé que la femme. Parce que normalement, c'était pas un premier mariage, c'était un mariage 2, là, qui était truqué un peu. Elle est arrivée, parce qu'elle s'est installée dans la maison très rapidement. Il avait déjà d'autres épouses, mais c'était une petite femme méchante. Franchement, cigarette au bord du bec, puis paf, 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 elle a fait son trou. Les autres, la plupart des autres femmes sont extrêmement dociles. Les filles sont très dociles. Alors, ils jouent la timide, etc. Mais jusqu'à temps qu'elles aient des enfants, surtout avec des garçons, des filles, elle prend une autre stature dans la maison, mais ça prend quelques années. Le deuxième mariage qu'ils sont, quand elle y retourne, ben là, ça se passe normalement. Il a construit sa maison, décoré la maison. Il envoie toujours des messages à sa femme. Si le premier mari envoie toujours des messages à sa femme qui est chez le deuxième, il disait « Ah, tu devrais voir ce que j'ai acheté, les nouveaux chaudrons que je t'ai achetés. Tu devrais revenir voir ce que j'ai pour toi. » Des gars se mettent en quatre pour que les filles reviennent, parce qu'ils sont toujours mariés avec eux. Mais moi, j'ai appelé ça polyandrie et dialectique communautaire de travail. La dialectique, c'est un terme marxisant, hégélien, en tout cas. Mais ça, en fait, les écologistes appellent ça l'intersystème. Tu fais quelque chose sur un système, ça agit sur l'autre système, ça rappelle. Mais dans le langage à la mode, tu ne vas pas dire l'intersystème, parce que ça fait trop fonctionnaliste, tu vas dire dialectique, c'est un peu plus subtil, la dialectique. Mais en fait, c'est comment la communauté, à travers son système matrimonial, arrive à des fonctions économiques incroyables, comme ça, de répartir la main-d'œuvre au-delà des aléas de la démographie. Parce que le problème des producteurs agricoles manuels, c'est la démographie. Tu as plein de filles, tu n'as pas de gars. Si les règles de la division du travail font en sorte que les femmes ne vont pas faire de labour, tu es pris. Tu n'auras pas de labour, tu vas crever de faim. Ça te prend des laboureurs. Alors, eux, ils ont réglé le problème. La même chose, je veux dire, la clé de tout ça, c'est que les droits sur les femmes ne sont pas monopolisés par une seule famille, par un seul homme. Les droits sur les femmes, ça ne veut pas dire sur la femme comme personne, parce que tu as vu qu'il y a des mécanismes de compétition qui réduisent la terreur de la domination masculine. C'est sa fécondité. C'est produire les travailleurs manuels. Tu ne dépends que de ta main. Tu n'as pas de machine. Donc, tu ne peux pas être autonome. Tu as besoin de mains, de bras. Et les femmes font beaucoup de travaux agricoles aussi, le sarclage, enfin, ils font la préparation alimentaire. Toute la chaîne de survie dépend des aléas démographiques. Alors, en faisant ça, tu répartis la main-d'œuvre. Les garçons se chargent de travail. Et puis, la démographie, la sexualité, la reproduction féminine est répartie aussi. Donc, il y a comme j'ai trouvé une élégance dans le modèle que moi, j'expliquais par l'économie. Jusque-là. Puis la question qu'il faut se poser, d'où ça vient cette idée-là de permettre aux femmes d'avoir 3-4 maris, puis de dire aux gars, tu peux avoir 3-4 femmes, 10, 15, 20 femmes, il y en a qui en avaient 20, des vieux monsieur importants, parce qu'il n'y a pas de divorce chez eux. Mais d'où ça vient cette idée-là? Parce qu'ils l'ont inventé, de répartir les droits matrimoniaux entre hommes et femmes, parce qu'on peut renverser la question. Les femmes ont des droits sur les hommes aussi, etc. Donc, il y a comme une réciprocité à quelque part. Comment se fait que... D'où ça vient l'idée? C'est là que je ne savais pas. C'est quand je suis arrivé à Montréal pour écrire ma thèse, que Muller s'est levé debout, il a relevé ses culottes, il a dit « Ha ha! Je sais pourquoi. Ça, c'est la permutation de mon système. » Puis là, il a commencé à faire le tour de ce qu'on savait comme ethnographie. On a eu ici un professeur, Chantal Collard. Chantal, qui travaillait au Cameroun, qui a découvert des systèmes semblables au Nord Cameroun, la même région où Serge Genet a travaillé.
Hein? On a même fait à un moment donné un colloque, on a même fait un livre, pas un livre, une revue qui s'appelle Women with Many Husbands. Pas avec eux, mais avec Muller et Walter Sangri des États-Unis. Et des travaux qui avaient été faits par des Britanniques sur ce qu'eux appelaient des mariages secondaires. Comme s'il y avait un mariage principal, puis les autres mariages étaient secondaires, mais qui étaient mariés pareil. Là, on a découvert beaucoup de choses. C'est que c'est toutes des permutations aléatoires, dans le sens que certains mariages, par exemple le premier, pouvaient être faits à l'intérieur d'un groupe, et d'autres étaient obligatoirement faits à l'extérieur du groupe. On dit en anthropologie endogame, exogame. Il y a des gens, comme chez Muller, où il y a une loi qui dit une femme doit marier en priorité le fils du dernier amant de sa mère. OK? Va chercher ça dans ta tête. Le fils du dernier amant de sa mère, ça veut dire que les filles, avant d'être mariées, ont le droit d'avoir des amants. Et que si elles ont des enfants, OK, ou qu'elles n'en ont pas, c'est pas grave, c'est grave, la fille doit aller chercher un garçon de l'amant de sa mère quand elle était jeune. Tu sais, t'as 25 ans, t'as une maîtresse. Hein? Ben, son fils, mettons que tu en as eu plusieurs, puis elle en a eu d'autres aussi, ben, le dernier là, qu'elle a eu, là, ben, son fils à lui, ils vont rétrocroiser des alliances qui sont des alliances non matrimoniales, qui sont des alliances à base de rapports sexuels plus que d'autres choses, parce qu'un amant, ce que ça dit, c'est que tu n'es pas dans les cadres matrimoniaux, tu es à l'extérieur des cadres matrimoniaux. La complexité des systèmes. Alors, la conclusion, c'est que, d'une part, c'est à peu près les plus grands sociologues au monde qu'on ne peut pas trouver, expérimenter avec la notion d'alliance et de droits matrimoniaux, droits sur les hommes, droits sur les femmes, le droit sur le travail, droit sur la reproduction, on peut couper ça en 1000 morceaux, là, les différentes formes de droits, faire des comparaisons avec ici ou ailleurs, mais ils ont manipulé ces systèmes-là pour en faire des sortes de permutations les uns des autres. Et c'est ça que Muller a démontré dans son livre de l'importance du sexe et du mariage, avec un chapitre là, sur Mes abysses. Mais Muller est allé beaucoup plus loin, parce qu'il a fait un autre livre sur la même chose, mais avec la politique. Là aussi, j'ai un chapitre dans son livre, le chapitre de ma thèse qu'il a pris pour mettre dans son livre sur le système de chefferie, les permutations des systèmes de chefferie. La même chose pour la religion. Les abysses, le dieu principal, c'est Barret, c'est la pluie. Mais l'autre à côté, c'est le soleil, puis l'autre à côté, c'est la lune. Ils prennent tous les astres et ils les permutent. Quand je suis sorti de là, le matérialisme historique était, avec Muller, pour rédiger ma thèse, le matérialisme historique était rendu loin. La détermination de l'infrastructure sur la superstructure, j'y croyais plus. C'est pas parce que tu es paysan que tu vas avoir un aîné qui va te dire quoi faire et puis que tu vas te marier en monogamie. Non. La polyandrie, ça vient tout jeter à terre. Tout ça. Et surtout quand tu vois que tu as une construction régionale. C'est ça le génie de Muller et du structuralisme, c'est de montrer qu'une construction régionale est possible. Et que chaque entité individuelle devient un morceau d'un tout. Donc, tu ne peux pas expliquer A par B. Il faudrait avoir A, B, C, D, tout le système.